Nous sommes avec Pascal Imbert, le président du directoire de Solucom. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Solucom, vous évoluez dans le monde du conseil. On peut expliquer un petit peu l'historique de Solucom, aux dates de création et un petit peu les grandes étapes de votre développement? Écoutez, Solucom, c'est une société que j'ai cofondée il y a maintenant 25 ans. Nous avons démarré l'activité de Solucom en 1990. En 1990, qui était l'époque où beaucoup de choses se passaient dans le domaine des réseaux et des télécommunications. C'était le début d'une révolution industrielle dans le domaine des télécoms. Et Solucom a démarré son activité en conseillant les acteurs de cette industrie, des télécoms, pour frayer leur chemin dans cette grande révolution. Ça a été notre point de départ et c'est resté notre métier. Depuis cette époque, nous avons toujours travaillé sur l'impact des ruptures, des évolutions de la technologie ou des marchés sur les stratégies de nos clients, en les conseillant pour tirer de meilleures parties de ces ruptures. 1990, donc, création. 2000, introduction en bourse et début d'une stratégie plus offensive en termes de croissance. De 2000 à 2010, une très forte période de croissance permettant de couvrir, au-delà des télécommunications et des réseaux, tout le sujet des systèmes d'information. Et puis depuis 2010, un mouvement vers le conseil en management, c'est-à-dire en conseillant nos clients non plus seulement sur des sujets technologiques, systèmes d'information, mais également sur des sujets d'organisation, de performance de leurs organisations, d'évolution de leurs offres de produits et de services, en faisant ce qu'on appelle donc les prestations de conseil en organisation et management très étroitement intégrées avec nos prestations de conseil en système d'information. On peut prendre un peu un exemple de prestation que vous fournissez pour vos clients, qui est un exemple type? Écoutez, aujourd'hui, le grand thème sur lequel on travaille pour nos clients, c'est aider nos clients à entrer dans l'ère du numérique et du digital. Alors, je sais que c'est quelque chose dont on parle énormément, mais c'est normal qu'on en parle énormément parce que c'est une révolution de très grande ampleur. Le métier de l'ensemble de nos entreprises clientes est en train d'être profondément bouleversé par les technologies du numérique, par l'entrée dans le domaine digital. Les clients n'interagissent plus de la même manière avec leurs fournisseurs, avec leurs banques ou avec leurs fournisseurs de produits ou de services. Les employés de l'entreprise ne fonctionnent plus de la même manière, n'interagissent plus ensemble de la même manière avec les outils digitaux. Tout ça, ça fait des bouleversements extrêmement importants en matière d'organisation, en matière d'offres de produits et de services, et c'est ça que nous accompagnons. Alors, je vois que vous me regardez avec des gros yeux parce que tout ça, c'est pas encore très concret. Un exemple, Française des Jeux. La Française des Jeux est en train de subir et d'accompagner la révolution du digital. Et donc, nous aidons la Française des Jeux à entrer dans cet environnement digital, c'est-à-dire plus seulement à offrir des jeux en ligne, mais véritablement à ce que le digital soit la manière dont les parieurs demain, dont les joueurs demain vont interagir avec la Française des Jeux. Donc, nous les aidons à construire à la fois les solutions technologiques, l'organisation qui va permettre de transformer l'offre de services de la Française des Jeux à destination des joueurs. Pour beaucoup de grandes banques, nous sommes en train de travailler sur l'évolution de leur réseau d'agences bancaires pour tirer la conséquence du fait que les clients ne viennent plus dans les agences bancaires pour faire des actes simples. Ça, ils le font sur Internet, ils le font avec leur téléphone mobile. Ils viennent pour chercher des services à valeur ajoutée. Donc, il faut à la fois construire des solutions qui permettent de réaliser des transactions bancaires simples à travers des outils numériques et créer de nouveaux services en agence, très étroitement liés d'ailleurs avec ce que vous avez pu faire en ligne sur le site de votre banque pour terminer l'acte par un conseil très personnalisé, à très forte valeur ajoutée, en agence avec des conseillers qui parfois d'ailleurs vont être à distance, en visioconférence, dans des centres où ils seront regroupés pour apporter de l'expertise. Et vous allez venir dans l'agence pour faire quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez il y a seulement 10 ans quand vous poussiez la porte de votre agence bancaire. Et donc on réfléchit pour nos clients sur la manière de concevoir l'agence du futur, les outils technologiques qu'il faut mettre entre les mains des conseillers et définir les nouveaux processus tout en garantissant les entreprises contre les risques nouveaux qu'induisent le numérique. Alors, qui sont aujourd'hui vos concurrents? Qui sont vos comparables? Est-ce qu'on peut parler des SS2I ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on appelle les Big Four, justement? Nos clients d'aujourd'hui, ce sont
soit des sociétés de conseil indépendantes comparables à Solucom. La plupart ne sont pas cotées. Nous avons 2 grands concurrents qui s'appellent Kurt Salmon, Bearing Point en France, qui sont issus des activités des grands cabinets d'audit au début des années 2000, quand les activités de conseil se sont séparées des cabinets d'audit. Ce sont des concurrents spécialisés qui, pour certains, peuvent être cotés, mais souvent ils sont plus petits que Solucom. Je parle d'Octo Technologies ou de Solving, qui sont 2 sociétés complètement comparables à Solucom. Ce sont des activités de conseil qu'il y a dans les grandes SS2I. Capgemini, Sopra, Steria ont des activités de conseil importantes et nous sommes concurrents avec ces activités de conseil. Là encore, j'irai souvent dans les SS2I, à l'exception de Capgemini que je viens de citer. Les activités de conseil sont plutôt plus petites que l'activité de Solucom. Et nos concurrents de demain, ça va être les grands cabinets d'audit qui sont en train de revenir à grandes enjambées sur le marché du conseil. Donc c'est Ernst Young, c'est PwC, PricewaterhouseCoopers, KPMG, qui sont en train de réentrer sur ce domaine du conseil parce que la révolution digitale dont je parlais tout à l'heure va nécessiter énormément de conseils pour aider les entreprises à rentrer dans ce nouveau monde. C'est un marché potentiel qui est important, c'est un marché qui est stratégique et sur lesquels les grands cabinets d'audit, qui sont des marques très très puissantes et des organisations qui ont une envergure mondiale, c'est un marché que ces grands acteurs donc, ne peuvent pas ignorer. Alors justement, votre marché, est-ce que vous connaissez à peu près son rythme de progression annuel moyen et quel a été le vôtre sur la décennie écoulée? Est-ce que vous avez gagné de part de marché justement sur ce créneau? Alors sur la décennie écoulée, on est beaucoup plus rapide que le marché, particulièrement sur les 5 dernières années, où on a eu un marché qui était un marché du conseil, qui du fait de la crise économique depuis 2008, a énormément souffert et est resté grosso modo stable. Des années, une légère décroissance, des petits mouvements de reprise à certaines périodes, mais un marché que je considère comme à peu près flat. Et dans le même temps, Solucom a eu une croissance à 2 chiffres, donc énormément de gains de part de marché de la part de Solucom. On a une stratégie de croissance très offensive qui nous a permis de prendre une position beaucoup plus importante sur le marché. Nous étions le 5e cabinet de conseil indépendant en 2011. Nous étions l'année dernière le 2e et notre ambition, c'est sur l'année 2015, effectivement, d'être devenu le 1er cabinet de conseil indépendant sur le marché français. Donc on a vraiment gagné des parts de marché et eu une croissance beaucoup plus rapide que le marché. Le marché du conseil est en train de redémarrer parce que le contexte économique petit à petit redémarre, même si la croissance économique ne va pas être très importante en Europe dans les années qui viennent. Le marché du conseil va toujours plus vite que la croissance économique quand la croissance est positive. Il amplifie cette croissance économique parce que c'est un marché qui vit beaucoup sur les budgets d'investissement. Et dans ces périodes de redémarrage de croissance, les budgets d'investissement en fait, reviennent très vite dans les entreprises. Et donc, on s'attend à ce que le marché du conseil soit plutôt sur des rythmes de croissance sur les 4-5 prochaines années, sans doute aux alentours de 3, 4, 5%, même en Europe, où il va pas y avoir une croissance importante. On a l'intention de continuer à surperformer ce rythme de croissance, à la fois en faisant de la croissance organique à un rythme plus rapide que le marché, et surtout en continuant à faire de la consolidation, et donc en continuant à faire des opérations de croissance externe qui permettent de doubler à peu près ce qu'on fait en croissance organique. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre chiffre d'affaires actuel, votre marge, et qu'est-ce que vous ambitionnez dans le cadre de votre plan 2020? Alors, Solucom, au 31 mars 2015, on a un exercice décalé, c'était 163 millions d'euros de chiffre d'affaires, une marge opérationnelle courante de 13%. Vous voyez que le conseil est une activité qui permet de dégager de bons niveaux de rentabilité. L'année dernière était une bonne année avec pas mal de croissance organique et de croissance externe. On est donc sur un rythme de croissance lancé et on s'est fixé au 1er avril 2015 un nouveau plan stratégique qui s'appelle Up 2020, à horizon 2020, avec l'ambition de réaliser en 2020 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec l'ambition également de réaliser 20% de ce chiffre d'affaires à l'international. Aujourd'hui, Solucom réalise très faible part de son chiffre d'affaires à l'international, à peu près 5%. Et donc, on veut très fortement faire bouger les lignes dans le cadre de ce plan Up 2020. Et avec une troisième ambition qui est de continuer à augmenter la valeur ajoutée des prestations que nous délivrons à nos clients. Le marché
du conseil, je le disais, c'est un marché qui permet de réaliser pour les clients des transformations qui sont parfois des transformations stratégiques. On pense que le digital est un levier pour arriver à faire progresser la valeur ajoutée des prestations qu'on offre à nos clients, parce qu'entrer dans le digital est véritablement vital pour nos clients, et ça nous permet de nous fixer une ambition de marge opérationnelle de 15% à horizon 2020. Alors vous évoquez les acquisitions, vous avez une enveloppe qui a été consacrée à ce sujet. Et qu'est-ce que vous cherchez comme type d'entreprise ? Le modèle d'acquisition de Solucom, ça a toujours été de rechercher des entreprises qui apportent des compétences permettant de renforcer l'offre de services de Solucom à ses clients. Donc on n'achète pas des cabinets de conseil pour gagner des parts de marché ou pour gagner des clients. On cherche avant tout à renforcer les équipes par de nouvelles compétences qu'on va ensuite exploiter pour effectivement être plus offensif sur le marché et gagner de nouveaux clients. Et donc on reste dans cette stratégie qui consiste à acquérir des cabinets de conseil qui vont permettre de compléter l'offre de services de Solucom avec de nouvelles compétences. Et ça, c'est vraiment le driver principal pour les acquisitions qu'on va réaliser en France. On a un deuxième axe dans notre croissance externe qui consiste à réaliser des opérations qui nous permettent de prendre pied à l'international sur de nouveaux marchés. Je l'ai dit, l'ambition de Solucom, c'est de commencer à développer une activité significative à l'international. On l'a fait tout récemment au Royaume-Uni, on l'a fait en Suisse. On est en train de nouer des partenariats à Dubaï, à Singapour pour explorer ces marchés, avec très certainement à terme des acquisitions sur ces nouveaux marchés. Alors l'histoire de croissance de Solucom se retrouve au niveau du cours de bourse. Vous pouvez nous rappeler un petit peu aujourd'hui quelle est la progression du cours sur les dernières années ? Alors, oui, la progression du cours de bourse, en fait, je n'avais pas fait de calcul, mais ce matin, j'ai rencontré des actionnaires individuels qui sont venus me voir sur le stand de Solucom et qui m'ont donné quelques chiffres. Solucom, sur 3 ans, depuis le 1er janvier 2013, c'est 200% de croissance, un peu plus de 200% de croissance. Le cours de bourse a été multiplié par 3, plus 220%. Depuis le début de l'année, on est également sur un rythme de croissance extrêmement important, à peu près plus 50% depuis le 1er janvier. Donc effectivement, je le disais, une surperformance sur le marché, mais qui s'est retrouvée dans le cours de bourse. Quelqu'un m'a toujours recommandé de préciser que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en tout cas, on va essayer de faire ce qu'il faut du point de vue des fondamentaux économiques de l'entreprise pour alimenter une progression du cours de bourse si les conditions de marché le permettent. Alors, vous êtes une des rares entreprises de ce secteur à distribuer un dividende. Quelle est votre politique en la matière ? On a une politique qui est constante depuis qu'on est rentré qu'on est devenu une entreprise publique, depuis qu'on a introduit Solucom en bourse. Notre politique, c'est de distribuer 15% du résultat net de l'entreprise en dividende. Et c'est un taux de distribution qu'on a toujours maintenu. Alors 15%, ce n'est pas énorme, mais on considère que c'est un élément qui nous permet d'apporter un certain niveau de sécurité à nos actionnaires, qui permet de concrétiser le fait que la société est rentable et marche bien, tout en continuant à, bien sûr, investir énormément dans le développement de l'entreprise. Donc 85% des résultats de l'entreprise sont réinvestis dans l'entreprise pour alimenter la croissance. Ces 15% de dividendes ont permis, sur 15 ans, un analyste qui a fait une analyse des sociétés dont le dividende ne reculait jamais et qui progresse toujours, et donc qui m'a indiqué, je ne m'en étais pas rendu compte, que depuis qu'on s'est introduit en bourse, le dividende de Solucom a toujours progressé. Il n'a jamais reculé. Il a toujours été soit stable par rapport à l'année précédente, soit en progression. Il paraît qu'on n'est plus beaucoup d'entreprises sur une période de 15 ans à faire progresser le dividende. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui dit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc ce n'est pas un engagement pour le futur. En tout cas, on essaye d'avoir cette régularité et cette progression dans la durée qui correspond au projet d'entreprise qu'on veut développer chez Solucom. Alors je vois que vous êtes assez nombreux. J'imagine que vous avez des questions à poser à Pascal Imbert. Voilà. Oui, monsieur. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir entendu la totalité de votre question. Je crois que vous posiez la question de l'effectif de la société. Aujourd'hui, il y a 1600 collaborateurs. 1600 collaborateurs chez Solucom. Et vous allez avoir un micro pour poser la deuxième partie de votre question. Alors, la deuxième question, c'était quel est le taux d'occupation de ce personnel ? Le taux d'occupation du personnel est sur moyenne période de 82 à 84% du temps
de nos équipes de consultants est facturé à nos clients. Et le reste du temps de nos consultants est consacré à faire ce qu'on appelle de la veille technologique, de la capitalisation des compétences, c'est-à-dire grosso modo de la R&D permettant d'alimenter la valeur ajoutée justement qu'on délivre à nos clients, à faire des analyses, des études prospectives, à analyser de nouvelles technologies qui nous permettent de continuer à conseiller nos clients et de continuer à avoir une longueur d'avance sur eux. Et pour être tout à fait complet sur les effectifs de Solucom, je vous ai donné l'effectif total, je vous ai donné le taux d'occupation des consultants. Et les consultants, c'est à peu près 85% de la totalité des collaborateurs de Solucom. Les 15% restants, c'est une force commerciale qui vend les prestations de la société, des équipes de support, et en particulier dans le domaine de la gestion des ressources humaines et du recrutement qui permettent effectivement de venir en support de l'activité. Et puis une direction générale qui est essentiellement là pour faire le ménage et éteindre la lumière le soir en partant quand les collaborateurs ont quitté les locaux de la société. D'autres questions pour Monsieur Imbert? J'ai une question sur le capital. Vous pouvez nous rappeler aujourd'hui qui sont les principaux actionnaires et à terme, quelle pourrait être l'évolution capitalistique de l'entreprise? Le capital de Solucom est détenu à majorité par ses fondateurs et dirigeants. Nous étions 2 fondateurs à l'origine de Solucom et nous sommes toujours, à nous deux, détenons toujours un peu plus de 50% du capital. Le management de Solucom vient compléter ce contrôle du capital et préservation de son indépendance. On est dans un projet de long terme et avec a priori une évolution de la géographie du capital qui n'a pas vocation à évoluer très rapidement dans les années qui viennent. On souhaite rester une société indépendante, focalisée sur un projet d'entreprise, un projet de développement à long terme, en préservant cette indépendance, qui n'est pas qu'une indépendance pour la stratégie de la société, c'est aussi une vertu aux yeux de nos clients, parce que quand on conseille des très grandes entreprises sur des choix qui sont des choix stratégiques, le fait d'être indépendant et de ne rien d'autre avoir à vendre que notre prestation de conseil est une gage de pertinence du conseil qu'on va délivrer à nos clients, et en tout cas une gage d'absence de conflit d'intérêt. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci Christophe.